Quand mon bébé a été transporté d'urgence aux soins intensifs, j'ai lancé un seul appel. Nous avons besoin de prières. Pas de réponse. À la place, mon frère a partagé des photos de la plage. La famille d'abord. Je n'ai rien dit. Des semaines plus tard, toujours endormi sur une chaise en plastique, à côté d'un moniteur qui bipait sans cesse, mon téléphone a vibré, 81 appels manqués, et un SMS de mon père. Réponds maintenant. On a besoin d'aide. J'ai rappelé. Et puis, quand j'étais enceinte, je faisais ce rêve récurrent, je tenais ma fille dans mes bras, dans la chambre d'hôpital, enveloppée dans une couverture douce. Mes parents étaient à mes côtés, mon frère, peut-être, faisait une blague idiote, et tout le monde était simplement là. Mais la vie se déroule rarement comme on l'imagine. Ma fille est arrivée avec 8 semaines d'avance. À un moment, je choisissais des rideaux pour sa chambre, et l'instant d'après, j'étais entouré de voix qui criaient pour du sang, des constantes, et une aspiration. Je n'ai même pas eu le temps de voir son visage, avant qu'il ne l'emporte. Pas un cri, pas une annonce, juste le bruit de pas pressés dans le couloir. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je crois que j'étais trop sous le choc pour ressentir quoi que ce soit. Ils m'ont emmené aux soins intensifs néonatales dans un fauteuil roulant, toujours dans ma blouse d'hôpital, la perfusion scotchée à mon bras. Je me souviens du sol qui reflétait les néons du plafond, froid, propre, stérile. Et puis, je l'ai vue. Ma fille, ma petite fille. Sa peau semblait translucide. Des fils parcouraient son corps, comme si on l'avait mal assemblé. Des machines bipaient, à un rythme qui faisait s'emballer mon cœur. Je me suis assise sur la chaise en plastique dur, à côté de son minuscule lit, les mains toujours tremblantes. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai envoyé un message. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Mes parents, mon frère, ma sœur. J'ai tapé une seule ligne. Nous avons besoin de prières, s'il vous plaît. Elle est en soins intensifs. C'est grave. Et puis, j'ai attendu. 1 minute. Rien. J'ai supposé qu'ils étaient peut-être occupés, que quelqu'un conduisait, ou que quelqu'un dormait. Mais 15 minutes plus tard, mon frère a posté une photo. Lui, sur une plage, torse nu, lunettes de soleil sur le nez, un verre à la main, un grand sourire niais étiré sur son visage. La famille d'abord. Le fils, trinquant avec des chopes de bière. Je n'ai rien dit. J'ai juste désactivé les notifications. J'ai de nouveau regardé ma fille, sa petite poitrine se soulevant sous le respirateur. J'avais envie de hurler, mais ce n'était pas le moment pour ça. Ma mère n'a pas appelé. Mon père n'a pas envoyé de SMS. Ma sœur, que j'avais aidé à sortir de ses dettes de carte de crédit au printemps dernier, n'a même pas laissé un emoji cœur. Le lendemain, Evan est arrivé. Mon ex-mari, l'homme qui m'avait quitté 1 an plus tôt, et qui avait déjà une nouvelle famille, une nouvelle femme, un nouveau petit garçon. Je n'attendais rien de sa part. Nous étions cordiaux, mais distants. Il est entré sans faire de bruit, un café dans une main, et une couverture de bébé pliée dans l'autre. Il n'a rien dit, il s'est juste assis à côté de moi, et m'a dit que sa femme savait où il était, et que c'était elle qui avait préparé le sac. C'est la première fois que j'ai pleuré. Il est resté. Il n'a pas fait de promesses, ni de grands discours. Il est juste resté. Ma grand-mère, qui travaillait encore pour le service de fermeture à l'épicerie, a commencé à venir un jour sur 2, après son travail. Elle prenait le bus. Parfois, elle apportait de la soupe faite maison, dans de vieux pots de yaourt. Parfois, elle s'asseyait simplement, et regardait ma fille respirer. Le reste de ma famille? Le silence. 2 semaines se sont écoulées comme ça. Le sommeil venait par tranches d'une demi-heure, recroquevillé sur une chaise, avec une fine couverture d'hôpital drapée sur mes genoux. J'ai mémorisé le rythme des alarmes des soins intensifs. Je connaissais chaque infirmière par son nom. J'ai commencé à comprendre les chiffres sur les moniteurs, lesquels étaient bons, et lesquels me tordaient l'estomac. Une nuit, vers 3h40 du matin, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je l'ai ignoré, au début. J'étais trop fatigué, trop engourdi. Puis, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 81 appels manqués. Un SMS de mon père. Tout ce qu'il disait,
c'était « Réponds maintenant. On a besoin d'aide ». Je l'ai fixé pendant presque une minute entière. Et je savais, au plus profond de moi, que cela ne concernait pas ma fille. J'ai rappelé. Et ce que mon père a dit à l'autre bout du fil, ce n'était pas une supplique. C'était une exigence. Et ça a brisé quelque chose en moi. Le téléphone ne bourdonnait même plus. Il vibrait si fort qu'il a failli glisser du plateau, à côté de ma chaise. J'avais coupé la sonnerie, il y a plusieurs jours. Quand je l'ai finalement décroché, l'écran ressemblait à une scène de film. 81 appels manqués, un texto. Réponds maintenant. On a besoin d'aide. C'était de mon père. J'ai fixé le message pendant un long moment, avant de rappeler. Une partie de moi pensait que, peut-être, quelque chose était arrivé à ma mère, ou à ma grand-mère. Ou peut-être qu'ils avaient enfin compris ce qui se passait. Peut-être que c'était le moment où ils allaient se mobiliser. Quand il a répondu, je n'ai même pas eu le temps de dire un « allô » complet, qu'il s'est lancé. Ton frère a perdu son portefeuille. Ses cartes sont bloquées. Il est coincé, et n'a pas accès à son argent. Il a besoin d'aide, tout de suite, Lisa. Voilà l'urgence. Il était coincé à Miami, lors de ce même voyage à la plage, où il avait posté cette photo à la famille d'abord, pendant que ma fille était branchée à un respirateur. Je n'ai fait qu'écouter, le laissant parler. Sans l'interrompre, sans répondre. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps, écoutant de l'autre côté de la pièce. Ton frère est dans de vrais ennuis. Il a manqué des échéances de paiement. Les intérêts s'accumulent. Il a besoin d'au moins 1500 €, sinon il est fichu. Il n'a pas dit comment, juste fichu. Pas de détails, pas de contexte, juste le chiffre. J'ai attendu la question. J'ai attendu qu'il me demande comment allait le bébé. J'ai attendu n'importe quoi. Mais ce n'est jamais venu. Alors, je lui ai demandé, tu as vu mon message? Il a marqué une pause, puis a dit, oui, mais on s'est dit que tu gérais la situation. Je veux dire, les prières ne changent pas les machines, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment j'ai réussi à rester calme. Vraiment pas. J'étais assise dans une chambre d'hôpital, où je n'avais pas entendu ma fille pleurer, depuis le jour de sa naissance. J'avais vu son rythme cardiaque chuter sur un écran, tenu sa main à travers un plastique épais, et signé des formulaires de consentement d'urgence, pendant que des médecins l'emportaient à la hâte. Et l'homme au téléphone, mon propre père, me disait que le pépin de vacances de son fils était plus urgent que tout ça. C'est là que j'ai su. On m'avait élevé en me faisant croire que l'amour signifiait donner, jusqu'à ce qu'on soit vide. Que la famille signifiait la loyauté, même quand elle n'était pas réciproque. Mais, à ce moment-là, j'ai vu les choses clairement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Je n'ai pas donné de raison. Je ne me suis pas justifié. J'ai juste dit non. Il s'est mis en colère, bien sûr. Il a dit que je faisais un drame, que j'avais toujours été la plus forte, que je gagnais bien ma vie, et que je pouvais gérer les deux. Et puis, est venue la phrase qui m'a vraiment achevé. Ce n'est qu'un bébé, Lisa. Elle ne se souviendra même pas de tout ça. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis celui de ma mère, puis celui de ma sœur, et enfin, celui de mon frère. J'ai regardé la discussion de groupe, vide, pendant une minute, puis je l'ai quittée, elle aussi. Il n'avait même pas demandé comment elle allait. Pas une seule fois. Je suis resté assise dans l'obscurité des soins intensifs, à côté de la couveuse de ma fille, observant les chiffres sur le moniteur changer, se stabiliser, puis remonter. J'ai glissé ma main par le côté, et j'ai posé un doigt contre sa paume. Sa main entière enveloppait à peine le bout de mon doigt. Cette nuit-là, je lui ai dit ce que personne ne m'avait jamais dit, quand j'étais petite. Je lui ai dit que l'amour n'est pas censé coûter tout ce que l'on a. Que personne n'a le droit de se servir de vous, juste parce qu'il partage votre nom de famille. Qu'à partir de maintenant, elle était ma raison d'être. Tout ce qu'il me restait, mon énergie, mon temps, mon argent, mon amour, tout lui était destiné. Pas à des gens qui disparaissaient, quand les choses devenaient difficiles. Pas à des gens qui ne se souvenaient de mon existence que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Le lendemain matin, j'ai envoyé un dernier message, avant de supprimer complètement la discussion. Juste 10 mots.
Vous n'étiez pas là quand elle a failli mourir. Ne venez pas maintenant. Le silence s'est installé, après ça. Un silence total. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ne m'a pas fait peur. Après avoir envoyé ce dernier message, je m'attendais à de la colère, à des tentatives de culpabilisation, ou peut-être même à voir quelqu'un débarquer à l'hôpital, en faisant semblant de s'inquiéter. Mais, au lieu de ça, il n'y a rien eu. Juste un silence total. Et cela a confirmé ce que je savais déjà. J'avais cessé d'être utile. Et pour eux, cela signifiait que je n'existais plus. Pendant encore 2 semaines, je suis resté aux soins intensifs. Je vivais sur cette chaise en plastique rigide, me lavant le visage dans le lavabo des toilettes, et me changeant dans le placard à fournitures, quand je le pouvais. Les infirmières étaient gentilles. L'une d'elles a commencé à m'apporter des encas du distributeur, sans rien dire. Evan venait tous les 2 ou 3 jours, pour prendre des nouvelles, et apporter des vêtements propres ou de la nourriture. Il ne posait jamais de questions. Il n'en avait pas besoin. Ma grand-mère venait un soir sur 2. Même les jours où elle semblait à peine tenir debout, elle venait s'asseoir à mes côtés, tricotant ou feuilletant des magazines qu'elle apportait de la maison. Pendant ce temps, pas un seul mot du reste de ma famille. Puis, 2 jours avant la date prévue de mon accouchement, le médecin m'a dit que nous pouvions commencer à préparer la sortie. Elle était assez forte, prenait du poids, et respirait presque toute seule. Le soulagement est venu par vagues, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis d'imaginer autre chose que de simplement survivre. Quand je suis finalement revenu à la maison avec elle la semaine suivante, je suis entré dans mon appartement, emportant un siège auto qui me semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais soulevé. Pas seulement à cause du poids de ma fille, mais à cause de tout ce que nous avions traversé, ensemble. Les premiers jours ont été chaotiques. Des biberons toutes les 3 heures, pas de sommeil, des biberons et du lait maternisé, et des promenades nocturnes dans l'appartement. Mais je m'en fichais. Je préférais le chaos, au bourdonnement silencieux des machines d'hôpital, n'importe quel jour. 3 jours après notre retour, ma sœur s'est présentée à ma porte. Pas d'appel, pas de SMS, elle a juste sonné, comme si nous étions en bons termes. J'ai ouvert, en tenant ma fille dans mes bras, et elle m'a adressé un sourire gêné. Elle a dit qu'elle avait l'intention de prendre de mes nouvelles. Puis, elle a ajouté, dans la même phrase, qu'il lui manquait de l'argent pour son loyer, ce mois-ci, et qu'elle pensait que je pourrais peut-être l'aider, juste cette fois, jusqu'à sa prochaine paie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit non. Au début, elle n'a pas compris. Elle est restée là, comme si elle pensait que je plaisantais. Puis, elle m'a demandé si j'allais sérieusement la laisser en difficulté. Je lui ai rappelé que j'avais demandé une seule chose, juste des prières, juste un peu de soutien. Elle a répondu qu'elle ne pensait pas que c'était si grave, que je m'en sortais toujours, que je n'avais besoin de rien. C'est ce qu'ils croyaient tous, que je survivrais, quoi qu'il arrive, alors pourquoi se donner la peine de venir ? Cet après-midi-là, j'ai passé en revue mes comptes, et j'ai commencé à faire des changements. J'ai coupé les virements automatiques qui allaient aux frais de scolarité de mon frère, j'ai annulé les rappels de paiement que j'avais mis en place pour la carte de crédit de ma mère, et j'ai supprimé le calendrier familial partagé, que personne d'autre que moi n'utilisait jamais. Je n'ai pas envoyé d'annonce. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement fermé les portes. Ils avaient passé des années à supposer que je ne dirais jamais non, que je serais toujours là pour les renflouer, arranger les choses, payer les factures, et jouer le rôle de la personne responsable. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus en colère, j'en avais juste fini. Et quand on en a enfin fini, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur. On arrête d'espérer qu'ils comprendront. On arrête d'attendre des excuses. On arrête d'attendre qu'ils changent. On avance, simplement, avec son enfant, et avec les gens qui, eux, ont été présents. Et pour la première fois de ma vie, je ne portais personne d'autre que moi-même, et ma fille. Il y a eu une période de calme. Des semaines ont passé. Pas d'appel, pas de SMS. J'ai pensé qu'ils avaient enfin compris le message. Peut-être qu'ils étaient passés à leur prochaine urgence, ou qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre pour réparer leur vie. Je me suis concentré sur le bébé. Elle allait mieux. Toujours fragile, mais plus forte. Ses joues s'étaient remplies. Ses yeux me suivaient maintenant.
Elle aimait être tenue, son visage contre ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. C'est laquelle s'endormait toujours. Un samedi matin, je déambulais dans l'appartement en chaussettes dépareillées, essayant de la calmer après une nuit difficile, quand quelqu'un a sonné à la porte. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, n'attendant personne. J'ai regardé par le Judas, et je me suis figé. Ma mère, mon père, mon frère. Ils se tenaient là, comme s'ils s'apprêtaient à organiser un barbecue, pas attendre une embuscade à la femme qu'ils avaient ignorée, pendant que son bébé se battait pour sa vie. Ils ne m'avaient jamais rendu visite à l'hôpital, pas une seule fois. Jamais demandé si ma fille avait survécu à la nuit. Et maintenant, ils étaient là, bien habillés, souriant un peu trop, tenant un sac en papier craft, comme si cela rendait la situation normale. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis sorti, et j'ai refermé la porte derrière moi. Ma fille dormait toujours sur mon épaule. Ma mère s'est lancée directement. Elle a dit qu'ils avaient discuté, que je leur manquais, et qu'il était temps de guérir la famille. Elle m'a tendu le sac. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. Je savais que ce serait une soupe maison, une tarte, ou n'importe quel plat réconfortant qu'ils pensaient pouvoir utiliser pour arranger les choses. Puis, mon père a sorti une enveloppe craft, en disant que c'était quelque chose sur lequel lui et ma mère avaient travaillé ensemble, un tableur. Il a vraiment utilisé ce mot. C'était un journal détaillé de tout l'argent que je leur avais envoyé au fil des ans, avec les dates, les montants, et des notes en marge, comme facture vétérinaire d'urgence, inscription à l'université, ou quote-part de l'opération de maman. Il a dit que c'était leur façon de montrer qu'ils ne m'avaient jamais prise pour acquise, qu'ils avaient gardé une trace, car ils avaient toujours eu l'intention de me rembourser. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Puis, mon frère est intervenu. Il a dit qu'il avait parlé à quelques amis, et qu'il pensait que si j'étais d'accord pour reprendre ses paiements de frais de scolarité, il pourrait éventuellement me rembourser. Peut-être pas tout de suite, mais par petites sommes, comme 10 ou 20 euros par mois. Il a dit ça comme s'il me faisait une faveur. J'ai posé une seule question. Pourquoi maintenant? Ils ont répondu qu'ils avaient commencé à s'inquiéter pour moi, que je m'isolais, que ce n'était pas sain, et que ma grand-mère m'avait trop influencé, me retournant contre ma propre famille. Je leur ai dit la vérité. Je ne m'isolais pas, je guérissais. Et là, le visage de mon père a changé, comme si un masque était tombé. Il a dit, si tu vas nous couper les ponts, Lisa, nous devrons aussi faire quelques changements. Au début, je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai cru qu'il bluffait, qu'il essayait de me faire culpabiliser pour que je revienne sur ma décision. J'avais tort. Ce soir-là, j'ai reçu un email de mon propriétaire. Il voulait organiser une discussion. Apparemment, mon père, qui s'était porté garant pour mon bail des années auparavant, lorsque je sortais tout juste de l'école et que j'avais du mal à joindre les deux bouts, avait appelé le bureau. Il leur avait dit qu'il n'était plus à l'aise d'être lié à mon contrat de location, en raison de mon comportement imprévisible, et des tensions familiales. C'était censé être une menace. Il pensait que ça me secourait, que ça me forcerait peut-être à décrocher le téléphone, mais ça s'est retourné contre lui. Le propriétaire a consulté mon historique de paiement, et a ri. Il a dit que je n'avais plus besoin d'un garant, que j'avais amplement gagné le droit de rester par moi-même, et que le nom de mon père pouvait être retiré du bail, avec effet immédiat. Je suis resté assise dans la cuisine, cette nuit-là, en tenant ma fille, et en pensant à jusqu'où ils étaient prêts à aller. Pas seulement pour éviter de rendre des comptes, mais pour me punir d'avoir enfin posé des limites. Ils n'étaient pas venus pour arranger les choses. Ils étaient venus pour rétablir leur contrôle. Quand ma grand-mère est passée après son service, je lui ai tout raconté. Elle n'a pas semblé surprise. Elle a juste secoué la tête et a dit, je savais qu'ils essaieraient quelque chose. Ce n'est pas de l'amour, Lisa. C'est la peur de perdre leur bouée de sauvetage. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti blessé, ni trahi. Je me sentais propre, comme si j'avais rincé des années d'obligation et de culpabilité, sous une longue et amère averse. Et ma fille dormait dans mes bras, son petit souffle régulier contre ma peau. Ils pouvaient tirer les dernières ficelles qu'il leur restait. Mais je ne leur appartenais plus. Le silence s'était installé depuis un moment. Pas de SMS, pas de visite surprise à ma porte, pas même de publication passive-agressive de ma sœur. J'aurais dû me méfier.
Le silence n'était pas la paix, c'était une stratégie. J'étais debout tard avec le bébé, une nuit, quand Evan est de nouveau apparu. Pas avec du café, cette fois, mais avec un sac de sport, et un regard qui disait « J'ai pris ma décision ». Il s'est tenu sur le pas de la porte et a dit « Mia et moi avons parlé. Ça ne la dérange pas que je reste ici, un moment. Il veut que je le fasse. » Je l'ai juste regardé, fixement. Je ne savais pas ce qui me surprenait le plus, que sa femme soit d'accord avec ça, ou qu'il se soucie assez de moi, pour aller aussi loin. Je lui ai rappelé qu'il ne s'agissait pas seulement de biberon nocturne, que c'était désordonné, réel, et compliqué. Il a hoché la tête, et a dit qu'il n'était pas là pour tout réparer, juste pour m'aider à survivre. Alors, il a emménagé. Pas dans la chambre, mais dans la cuisine. Littéralement, nous avons installé un matelas pliant, entre le frigo et le mur. Il n'a jamais franchi la ligne, n'a jamais rendu les choses bizarres. Il est simplement devenu une partie du rythme. Il cuisinait. Il berçait le bébé, quand je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts. Il a réparé le robinet qui fuyait, sans qu'on le lui demande. Et chaque soir, quand les choses se calmaient enfin, il prenait de mes nouvelles. Pas de grandes discussions, juste « ça va ?» Et la plupart des soirs, pour la première fois depuis longtemps, j'allais bien. Ma grand-mère a commencé à venir plus souvent, elle aussi. Elle apportait son propre sac de sport bien rempli, avec des couvertures tricotées, de la soupe dans de vieux récipients, et un livre de mots croisés qu'elle touchait à peine. Elle restait les week-ends, parfois plus longtemps. Nous ne lui demandions pas, elle le savait, c'est tout. Nous ne lui avons jamais donné de nom, mais nous étions en train de redevenir une unité. Et pendant un temps, j'ai presque oublié le monde extérieur, j'ai presque oublié eux, jusqu'à ce qu'ils me le rappellent. Ça a commencé par des chuchotements. Des voisins disant que ma mère avait de nouveau été vue devant l'immeuble. Puis, une femme que je connaissais à peine, de l'église d'il y a des années, m'a contacté en ligne. Ta sœur dit que tu traverses une période difficile. J'espère que tu retrouveras ton chemin. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mais un après-midi, quelqu'un a sonné à la porte d'entrée de l'immeuble, sans arrêt, jusqu'à ce qu'un voisin le laisse entrer. C'étaient mes parents, et mon frère. J'ai entrouvert la porte. Ma fille dormait dans la chambre. Ma grand-mère était dans la cuisine avec Evan. Il se tenait là, comme s'il mettait en scène une pièce de théâtre. Des sourires trop larges, les bras chargés de sacs, de nourriture, d'enveloppes, et même d'une boîte de vieux vêtements de bébé, que j'avais donnée à ma sœur des années auparavant. Ils ont dit que je leur manquais, qu'ils voulaient se réunir et guérir. Puis, ma mère m'a tendu un dossier en carton, un tableur. C'était une liste de toutes les contributions financières que j'avais faites, au cours des 10 dernières années, étiquetées, datées, annotées, et classées par catégorie. Mon père a dit qu'ils avaient gardé une trace, pour montrer à quel point ils m'estimaient. Mon frère a ajouté, « Nous savons que nous nous sommes appuyés sur toi, mais maintenant, nous voulons arranger ça. » Puis, il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait 60 €. Ils ont dit que c'était un premier versement, pour tout ce que j'avais fait pour eux. Je suis resté là, tenant cette enveloppe, comme si c'était une blague, parce que c'en était une. Ils n'étaient pas venus pour arranger les choses. Ils étaient venus pour racheter leur place dans ma vie, à leurs conditions. Quand j'ai dit non, le sourire de mon père a disparu. Il a dit, « Si tu vas nous couper les ponts, Lisa, ne t'attends pas à ce que nous continuions à faire comme si tout allait bien. » Ils sont partis sans un mot de plus. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, les services de protection de l'enfance frappent à ma porte. Signalement anonyme. Foyer instable, situation de garde floue, présence masculine suspecte. Je savais exactement d'où ça venait. La femme était polie, mais ferme. Elle avait des papiers, une liste de contrôle. Elle a demandé à voir l'appartement, le bébé, une preuve de soins médicaux, de revenus, et de conditions de logement. J'étais prête. Je lui ai tout donné. Je lui ai montré les dossiers pédiatriques, la déclaration signée de la femme d'Evan, notre accord de garde, des lettres des soins intensifs, des factures de services publics, et une copie de mon bail validé, avec le nom de mon père officiellement retiré. Elle a traversé l'appartement. Ma fille faisait la sieste dans son berceau. L'endroit était propre,
calme, stable. 20 minutes plus tard, elle a fermé son dossier et a dit « Nous allons classer l'affaire immédiatement. Je suis désolé pour le stress. » Quelqu'un a clairement un agenda personnel. Je l'ai remercié, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le canapé, et là, j'ai tremblé. Pas de peur, de rage. Ils étaient prêts à mêler mon enfant à ça, à menacer la seule chose qu'il me restait. Mais, alors que je coupais leur vivre, alors que je disais non, cette nuit-là, Evan a resserré les vis de la caméra du couloir. J'en ai commandé une autre pour la cage d'escalier. Il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de survie. Et l'ironie, c'est qu'il pensait toujours que j'étais seul. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la forteresse que nous avions bâtie. Pas parfaite, pas planifiée, mais solide. Moi, Evan, ma grand-mère, et cette petite combattante de bébé. Ils avaient utilisé tout ce qui leur restait. Et pourtant, j'étais toujours debout. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre, parce que je savais enfin ce qu'ils pouvaient me prendre, et ce qu'ils ne pouvaient pas. À la fin du mois, tout s'est arrêté. Plus de visites, plus de fausses excuses, plus de signalements anonymes, ni de messages empreints de culpabilité. Ce n'est pas qu'ils avaient abandonné. C'est qu'ils avaient enfin compris quelque chose, que je commençais à peine à réaliser moi-même. Je ne reviendrai jamais en arrière. Je n'étais plus leur réparatrice. Ni leur plan de secours, ni leur victime, ni le ciment qui, prétendait-il, nous maintenait ensemble, jusqu'à ce que cela ne les serve plus. Ma fille a commencé à sourire, à cette époque. De vrais sourires. Pas les grimaces de gaz, ou les demi-sourires crispés des soins intensifs, mais de larges expressions édentées, qui me faisaient fondre sur place. Evan dormait toujours dans la cuisine, se levant toujours pour les biberons sans qu'on le lui demande, et retournant toujours chez lui une fois par semaine, pour passer du temps avec son fils et Mia. Mais il revenait toujours. Il tenait ses promesses. Il n'y avait aucune bizarrerie entre nous, pas de nostalgie, ni de tension, juste un partenariat calme. Et Mia, je ne savais pas à quoi m'attendre d'elle, mais elle était solide. Elle est même passée une fois, à déposer une boîte de vêtements de bébé dont son fils n'avait plus besoin, et est restée juste assez longtemps pour faire comprendre qu'elle ne se sentait pas menacée. Elle m'a serré dans ses bras avant de partir. Cette étreinte a brisé quelque chose en moi. Ou peut-être, a-t-elle réparé quelque chose? Je ne sais pas. Ma grand-mère a pris sa retraite, 2 semaines plus tard. Elle n'a prévenu personne. Elle a simplement quitté son travail, et a commencé à passer tous les après-midi chez moi, à tenir le bébé, pendant que je rattrapais mon sommeil, ou que je regardais par la fenêtre, sans rien faire. Elle a dit, tu as donné toute ta vie à des gens qui ne t'auraient pas donné un verre d'eau. C'est au tour de quelqu'un d'autre de donner, maintenant. Après tout ça, je me suis enfin permis de le ressentir. La perte, la liberté, la paix. Mes parents ont tenté quelques approches plus subtiles. Des cartes d'anniversaire dans la boîte aux lettres, avec des billets de 20 €. Des emails prétendant que rien ne s'était passé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert les cartes. Un jour, j'ai reçu un message de mon frère. Juste une phrase. Alors, tu as vraiment choisi des étrangers, plutôt que ta propre famille. Je n'ai pas répondu, mais dans ma tête, je l'ai fait. Ce n'étaient pas des étrangers. Pas Evan, pas Mia, pas ma grand-mère, pas ce minuscule petit être humain que j'avais porté à travers l'enfer. On ne peut pas se revendiquer de la famille, quand on ne se montre que pour les avantages. On ne peut pas crier à l'abandon, quand la seule chose qu'on n'ait jamais donnée, était une liste de besoins. Les semaines ont passé, puis les mois. Plus de surprises, plus d'embuscades. J'ai pris des photos de ma fille tous les jours, je les ai fait imprimer, je les ai encadrées. Evan les a accrochées dans l'appartement, sans rien demander. Au-dessus de l'évier, dans le couloir, près du berceau. L'espace a commencé à ressembler de nouveau à un foyer. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai respiré, sans attendre la prochaine crise. Ce n'était pas une fin heureuse, au sens des contes de fées. Je n'ai pas gagné à la loterie, ni trouvé le grand amour, ni ne me suis réconcilié avec mes parents autour d'un café. Mais c'était réel. J'avais mon enfant. J'étais en sécurité. J'avais des gens qui étaient présents. Et j'avais la paix.
C'était plus que suffisant. Cela fait 1 an maintenant. Une année entière, depuis les soins intensifs, depuis les chaises d'hôpital, les moniteurs qui bipaient, les appels manqués, et le silence qui en disait plus que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Ma fille vient d'avoir 1 an. Elle est petite, mais forte, pleine d'énergie et de curiosité. Elle aime grimper sur des choses où elle ne devrait pas, jette sa nourriture avec une précision olympique, et, d'une manière ou d'une autre, c'est exactement où j'ai caché mon téléphone, peu importe à quel point je pense avoir été maligne. Son rire remplit chaque recoin de cet appartement. Elle est vivante. Elle est en bonne santé. Et elle est à moi. Je me souviens encore de ce minuscule corps fragile, sous le plastique et les fils. Et maintenant, j'ai à peine du mal à la suivre. Evan passe encore presque tous les jours. Pas par culpabilité, ni par obligation, juste parce qu'il le veut. Parfois, il reste tard, et dort dans le salon. Parfois, il part tôt le matin, pour emmener son fils à la crèche, avant le travail. Il n'essaie pas d'être un héros. Il est juste constant, présent, et c'est tout. Mia envoie des colis de temps en temps, des livres pour le bébé, des repas que je peux congeler. Elle ne s'immisce pas, mais elle ne me fait jamais sentir comme un fardeau non plus. Nous échangeons des nouvelles, de temps en temps. C'est simple, respectueux, et tranquillement bienveillant. Et ma grand-mère, elle n'est jamais partie. Elle a officiellement emménagé, l'automne dernier, a apporté sa collection de thé et son fauteuil inclinable qui grince, et a déclaré qu'elle en avait fini de vivre seule. Elle garde ma fille pendant que je travaille, la gâte d'attention, et agit comme si ses os ne lui faisaient pas mal, même quand c'est clairement le cas. Elle dit que ça en vaut la peine. Que, pendant toutes ces années où elle m'a regardé porteur tout le monde, c'est son tour, maintenant. Nous avons formé quelque chose de solide. Moi, ma fille, Evan, Mia, même de loin, et ma grand-mère. Une étrange petite tribu, rafistolée, de gens qui ne s'utilisent pas les uns les autres, mais qui se soutiennent, simplement. Il n'y a pas de drame, pas de manipulation, juste le lent et silencieux travail de construire quelque chose de réel. Quant aux autres, mes parents, mon frère, ma sœur, rien. Pas même un message d'anniversaire. Et ce silence, avant, il me faisait mal. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi, comment je pouvais être si facilement oublié, après des années à avoir tout donné. Maintenant, je sais. Ils n'ont pas disparu parce qu'ils étaient blessés. Ils ont disparu parce qu'ils ont perdu l'accès. Et sans accès, je leur étais inutile. Ils n'ont jamais cherché à rencontrer ma fille. N'ont jamais demandé à la prendre dans leurs bras, à entendre son premier mot, ou l'histoire de la fois où elle s'est tenue debout toute seule, pendant 3 longues secondes, avant de basculer comme un pingouin ivre. Ils n'ont pas demandé, parce qu'ils s'en fichaient. Et avant, ça me déchirait de l'intérieur. Non, je l'ai accepté. Le plus dur n'a pas été de les laisser partir. Ça a été de réaliser qu'ils n'avaient jamais vraiment été là, pour commencer. Je ne suis pas amer. J'en ai juste fini. Cette dernière année m'a appris à quoi ressemble vraiment l'amour. Il n'est pas dramatique. Il n'est pas transactionnel. Il est calme, ferme, et constant. Il ne s'évanouit pas quand ce n'est pas pratique. Ma fille grandira, entourée de ce genre d'amour. Pas celui qui garde des comptes, ou qui disparaît quand elle ne peut rien donner en retour. Moi, je vais enfin bien. Je sursaute encore parfois, quand j'entends frapper à la porte. Je fais encore une pause, avant d'ouvrir des emails inconnus. Ce genre de peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais je ne vis plus dans cette peur. Je vis dans une maison remplie de minuscules chaussures, de rires de bébé, de café froid, et d'amour véritable. C'est la fin. Ou peut-être, juste le début. Quoi qu'il en soit, c'est la nôtre.